Bonjour à tous. Avant de commencer, un grand merci à nos abonnés VIP qui nous soutiennent tous les mois sur lecoinducrime.com. Un grand merci à Valérie, Marc-Antoine Vaillancourt, Marianne Lafleur, Arnaud Imbeau, Pascal Dague et Delphine Amblat. Nous vous remercions infiniment. Votre soutien permet à des milliers de personnes d'écouter nos épisodes. N'hésitez pas, si ce n'est pas encore le cas, à nous rejoindre sur lecoinducrime.com pour devenir un VIP et on commence. Dans le podcast du jour, nous allons faire la connaissance de Peter Scully, un homme répréhensible, un individu indigne. C'est l'histoire d'un homme qui, sans penser à rien ni à personne, a cherché à assouvir ses propres désirs et à s'enrichir de toutes les manières possibles, sans se soucier le moins du monde de la vie d'autrui. L'affaire Peter Scully est un dossier judiciaire qui a attiré l'attention internationale en raison de la gravité des crimes impliqués. Il s'agit d'une affaire dans laquelle les autorités ont dû intervenir pour mettre fin à des actes criminels d'une nature particulièrement choquante. Nous allons suivre les traces d'un homme sombre, sans aucune compassion, dont le nom évoque des actes inimaginables. Nous allons nous pencher sur la personne qui est derrière tout cela, ainsi que sur la manière dont il a pu se faire connaître. À première vue, Peter Scully est un homme comme les autres, un individu dont l'histoire personnelle reste un mystère, jusqu'à ce que ses actes répréhensibles commencent à émerger. Ceux qui le connaissent le décrivent comme un homme affable, d'une intelligence vive et d'un charisme engageant, un interlocuteur captivant en somme. Mais derrière cette façade de normalité se cache une réalité bien plus sombre. Peter Gerard Scully voit le jour le 13 janvier 1963 dans un paisible faubourg de Melbourne nommé Narre Warren. Lorsqu'il est enfant, il est abusé sexuellement par un prêtre à Victoria. Bien que ces allégations ne soient pas corroborées par des preuves, elles pourraient constituer un tournant déterminant, ayant potentiellement façonné le parcours tortueux et la personnalité équivoque qui caractérise l'adulte que devient Peter. Durant son adolescence, Peter cache un penchant pour l'escroquerie. Il commence par de petits larcins, extorquant de l'argent à l'école aux plus jeunes pour s'offrir de l'alcool et des drogues. Un après-midi, après la fin des cours, dans le couloir de son école, Peter accule Jimmy, un camarade de classe, contre le mur. « Alors, tu l'as ?» demande Peter, sa voix basse et menaçante. « Je n'ai pas tout l'argent, » balbutie Jimmy. « Ce n'était pas la question. »« Oui, mais seulement la moitié. » « La moitié ne me suffit pas. Tu sais ce que ça signifie, n'est-ce pas ? S'il te plaît, donne-moi plus de temps, supplie Jamie. Ne me fais pas de mal. Trouve le reste d'ici demain, où les conséquences seront désagréables. Son addiction grandit, et avec elle, l'ampleur de ses arnaques. Il y quitte l'école alors qu'il est encore adolescent, abandonnant toute prétention à une vie ordinaire. Peter, à l'aube de ses 16 ans, croise le regard d'Anna lors d'une fête donnée entre amis. Il se sent irrésistiblement attiré par cette joie de vivre qui semble l'entourer. Ils se parlent, d'abord timidement, puis avec une aisance croissante. Au fil des mois, leur complicité se tisse, solide et rassurante. « Tu sais, je n'ai jamais ressenti ça pour quelqu'un d'autre, » commence-t-il. « Moi non plus, Peter. C'est comme si tout avait changé depuis que je te connais, » répond Anna, un sourire tendre aux lèvres. « Je veux construire quelque chose avec toi, un avenir, une famille. »« Une famille ?» s'étonne Anna, une lueur d'excitation dans le regard. « Oui, je veux des enfants avec toi, je veux vieillir à tes côtés. » Oh, Peter, cela paraît si parfait. Alors, dis-moi que tu es prête à t'embarquer dans cette aventure avec moi. Je le suis plus que jamais. Ils se marient quelques années plus tard. Bientôt, leur foyer accueille 2 enfants, une fille et un garçon. Petit à petit, Peter s'implique dans des affaires louches. Il orchestre un réseau de fraudes immobilières. Le voile de l'homme ordinaire commence à se lever, révélant la duplicité de ses intentions. Il se fait un nom dans le milieu de l'escroquerie.
En effet, il commence à attirer des investisseurs étrangers avec la douce mélodie des profits exorbitants. Il leur vend des rêves de fortune dans le marché immobilier australien. Ces derniers, éblouis par les perspectives alléchantes, se laissent séduire et investissent des sommes astronomiques. Autour de Peter, l'ambiance est chargée d'ambivalence. Certains sont séduits par son charisme et sa confiance en soi, voyant en lui un visionnaire de l'immobilier, tandis que d'autres, plus méfiants, ne peuvent s'empêcher de flairer l'escroquerie sous le vernis de l'assurance. Malgré leurs doutes, personne n'est véritablement préparé à la tempête qui s'annonce. En 2009, la réalité de Peter commence à se fissurer. La Commission australienne des valeurs mobilières et des investissements, ASIC, intriguée par des anomalies financières, décide d'intervenir. Une enquête minutieuse est lancée. Les enquêteurs, méthodiques et perspicaces, se plongent dans l'analyse de documents financiers, déchiffrant codes et transactions pour démêler le vrai du faux. Le monde de Peter, jusqu'alors bâti sur des illusions, commence à vaciller sous le poids des preuves accumulées qui révèlent un réseau complexe de fraudes immobilières. Peter est impliqué dans pas moins de 117 affaires, manipulant les chiffres et les faits avec une aisance déconcertante. 20 investisseurs, séduits par ses promesses de rendements élevés, se retrouvent floués, leurs économies envolées, pour un total dépassant les 2,68 millions de dollars. Dans une salle de réunion austère, deux enquêteurs de la SIC, Ethan Cooper et Anna Mason, discutent de l'affaire. « As-tu vu le dernier rapport sur les transactions de Scully ?» demande Anna, les yeux rivés sur un écran d'ordinateur. « Ouais, c'est incroyable le nombre de personnes qu'il a réussi à duper », répond Ethan, secouant la tête. « Et le montant total ? Plus de 2,68 millions. C'est énorme. Il a joué avec la confiance des gens comme on joue aux cartes. On doit mettre fin à ces agissements. Il ne peut pas continuer à s'en tirer ainsi. »« Je suis d'accord, » dit Ethan. « Préparons les charges contre lui. Il est temps que justice soit faite. » Parallèlement, Peter plonge dans les abysses du dark web. Il découvre un univers impitoyable où l'anonymat règne en maître. C'est un monde sans loi, où tout est à vendre et à acheter, loin du regard vigilant des autorités. En 2011, il se lance dans la création d'un petit site web pour offrir les services de sa maîtresse en tant qu'escorte à caractère sexuel. La jeune femme, du nom de Lynn, d'origine malaisienne, devient le produit de ses activités sur Internet, vendu au plus offrant au travers du dark web. C'est un tournant crucial dans la vie de Scully, car alors qu'auparavant il exploitait principalement des escroqueries matérielles dans l'immobilier, le fait de mettre en vente sa maîtresse sur son site signifie que sa marchandise, désormais, n'est plus un simple objet, mais une personne. C'est à ce moment-là de sa vie que se produit un changement significatif dans ses activités criminelles. Il passe au trafic humain. « Peter, je ne peux plus continuer à faire ça, c'est trop dur pour moi, » dit Lynn, l'angoisse perceptible dans sa voix. « Lynn, tu ne comprends pas, mais tu ne vois pas l'argent que ça nous rapporte, bordel ?» répond Peter. Lynn se sent déchirée entre la nécessité et sa conscience. « Mais à quel prix, Peter ? Tu te rends compte de ce que tu me demandes de faire ? » « Je sais que c'est difficile pour toi, mais c'est juste pour un temps, insiste Peter. Une fois qu'on aura assez d'argent, on arrêtera, je te le promets. »« Tu me l'as déjà promis la dernière fois, Peter, mais rien n'a changé. » Peter essaie de rallumer l'espoir. « Cette fois-ci, c'est différent. On est sur le point de réussir, Lynn. Tu ne veux pas abandonner maintenant, n'est-ce pas ? Peter, je refuse de vivre ainsi. Lynn, je te demande juste un peu plus de temps. Après, on arrête, je te le promets. » Selon un psychologue interrogé sur une chaîne américaine, le comportement de Peter Scully, consistant à traiter sa compagne comme un objet pour répondre à ses propres besoins narcissiques, est une évolution naturelle de son caractère. Ainsi, le passage de l'escroquerie matérielle à l'exploitation humaine sur le dark web représente une escalade de son narcissisme et de ses pulsions criminelles. En ce qui concerne les fraudes immobilières, en 2011, la commission approfondit son enquête sur ses activités louches. La pression sur lui s'intensifie. Peter sent alors le danger. La police se rapproche de lui. Il décide qu'il est temps de quitter le pays pour échapper aux poursuites judiciaires. Dans l'ombre, les agents Ethan et Anna, chargés de l'affaire, se concertent pour décider de la meilleure stratégie à adopter. « On n'est pas loin de mettre la main sur Scully. Il peut pas nous échapper cette fois-ci, » dit Ethan. « On est sur ses talons, » répond Anna. « Mais il est rusé, Ethan. On ne peut pas le sous-estimer. Il va tout faire pour disparaître. »
Ethan réfléchit un instant puis ajoute. Il a déjà un pied dehors, on doit agir vite avant qu'il ne soit trop tard. Il a probablement déjà un plan de fuite en tête, mais on a des pistes sur sa destination ? Rien de concret pour l'instant, admet Ethan. Mais je parie qu'il va chercher un endroit où il peut se cacher facilement. Je vais aller voir du côté de nos contacts à l'étranger pour voir s'ils ont des informations sur ses mouvements. Bien, conclut Ethan. Pendant ce temps, je vais mettre en place une équipe de surveillance à l'aéroport. On ne peut pas le laisser partir sans se faire repérer. Alors que Scully prépare son départ, les agents intensifient leurs efforts pour le traquer avant qu'il ne s'échappe définitivement. Et pourtant, Peter réussit à fuir le pays. Il se rend à Cagayan de Oro, sur l'île de Mindanao, aux Philippines. Là-bas, il trouve refuge pour ses désirs les plus sombres. Échappant au regard scrutateur de l'Australie, il entame un nouveau chapitre de sa vie dépravée, où les barrières de la moralité semblent s'effacer devant ses pulsions les plus viles. À son arrivée aux Philippines, il se sert de son argent pour lancer son entreprise perverse dans l'île de Cagayan de Oro. Et oui, malgré les efforts acharnés de la commission immobilière australienne, Scully a réussi à dissimuler l'argent qu'il a gagné grâce à une escroquerie dans son compte bancaire. Si vous vous en souvenez, il s'agit d'une petite fortune. Alors, Scully établit son réseau de corruption en exploitant habilement la vulnérabilité des habitants locaux. Dissimulé sous un voile de générosité feinte, il les séduit avec des promesses de prospérité et de chance inespérées. En effet, depuis cette île, Peter Scully orchestre avec une ingéniosité malsaine un réseau mondial de pédophilie. À partir de 2012, il s'engage dans la création de contenus pédophiles. Ainsi, dans les méandres du dark web, il offre aux voyeurs la possibilité d'acheter à la carte ces sinistres vidéos, montrant des enfants se faisant torturer et abuser sexuellement. Les vidéos, soigneusement réalisées pour susciter le voyeurisme et l'excitation malsaine, montrent des scènes d'horreur où l'humanité est réduite à sa forme la plus dégradante. Des individus vulnérables, des enfants, pris au piège de la dépendance et de la manipulation, deviennent les acteurs involontaires de ce spectacle de désespoir. Ce commerce macabre prospère dans l'ombre, alimentant les désirs les plus vils de ceux qui sont prêts à payer le prix pour assouvir leurs obsessions. Scully, tel un architecte du mal, exploite habilement les failles du système pour mettre en œuvre cette entreprise morbide. Dans sa quête de complices, il tombe sur Carmen Ann Alvarez, une enfant prostituée qu'il ramasse dans la rue et la prépare à devenir sa partenaire dans le crime, ainsi que sur Lizzie Margallo. Pour les convaincre de travailler avec lui, il leur affirme qu'il va leur offrir des études qui leur permettront de trouver ensuite un travail digne et avoir une vie prospère. Les deux demoiselles ne se font pas prier, elles acceptent tout de suite son offre. Dans ses connaissances perverses, il compte aussi comme complice Maria Dorothea Shi, qui rabat des enfants pour lui. Alvarez et Margallo participent au film. Ces vidéos sont diffusées ensuite sur le dark web, sur un site à la carte que crée Scully, No Limits Fun, qu'on peut traduire en français « plaisir sans limite ». Ces vidéos incarnent l'essence même de l'horreur, une manifestation terrifiante qui semble surgir des profondeurs de l'obscurité. Leur contenu est si sinistre, si dérangeant, qu'il évoque une véritable descente aux enfers. Chaque image, chaque son, paraît être imprégné de mal, comme si le diable lui-même avait été capturé et enfermé dans ces séquences. Parmi les victimes, dont les épreuves ont été enregistrées et vendues sur Internet, une enfant de 5 ans qui a été violée et torturée par Scully et ses deux complices féminines, alors qu'elle était suspendue par les pieds au bout d'une corde, tête à l'envers. Leur manière de trouver les victimes est simple. Ils prennent des enfants ou des enfants des rues qui sont peut-être orphelins. Aux Philippines, la situation est souvent dramatique dans le sens où les parents, lorsqu'ils ne veulent pas de leurs enfants ou qu'ils n'ont pas les moyens de les entretenir, les abandonnent malheureusement dans la rue. Pire, il arrive parfois que ces parents vendent leurs enfants pour quelques centimes. Qu'une personne promette simplement aux parents de l'argent, des instructions et de la nourriture pour leurs enfants, et les parents les laissent partir, en espérant que leur progéniture aura une meilleure situation que celle qu'ils connaissent chez eux. La tactique de Peter Scully est uniforme. Il se dissimule, scrute, sélectionne sa proie, avant de s'en approcher. Un schéma qu'il répétera avec Madame Loyola. En effet, lors d'une soirée d'été philippine, Arlene Loyola se dirige vers son domicile, les épaules alourdies par le poids d'une journée de labeur. Avant de rentrer,
Elle fait un détour par le marché central pour y faire quelques emplettes. Ce marché, réputé pour accueillir les âmes les plus modestes de la ville, bourdonne d'une activité frugale. Dissimulé dans l'ombre d'une étroite ruelle, un regard perçant scrute la foule. Peter, tel un chasseur en quête de sa proie, sélectionne avec soin celle qu'il va aborder. Lorsque Harlenne s'approche suffisamment de la ruelle, il s'avance avec précaution et lui offre son aide pour porter ses sacs. « Bonsoir madame, puis-je vous proposer mon aide ?» demande doucement Peter. Harlenne, épuisée par une longue journée, répond avec reconnaissance. « Oh, merci beaucoup, votre aide est la bienvenue. »« C'est avec joie madame. Aider autrui est ma vocation, » confie Peter avec un sourire. « Vraiment ? Et de quelle manière aidez-vous les gens ?» s'enquiert Harlenne avec curiosité. « Eh bien, par de simples actions comme celle-ci, ou en apportant un soutien plus substantiel, comme aider les familles en difficulté à scolariser leurs enfants ou à subvenir à leurs besoins alimentaires. » « Est-ce possible ? Vous semblez être un ange envoyé du ciel. J'ai une petite fille que je rêve de voir éduquée, pour qu'elle puisse avoir une vie meilleure que celle que je ne peux, malheureusement, que lui offrir, dit Harlenne, les yeux emplis d'espoir. Un sourire espiègle illumine le visage de Peter, conscient d'avoir touché une corde sensible et d'avoir atteint son objectif. Il continue. « Ne perdez pas espoir, madame. Dites-moi plus sur votre fille, peut-être que je pourrais vous aider à trouver une solution pour son éducation. » Harlenne, les yeux brillants de gratitude, se confie à Peter. « Ma fille s'appelle Mayumi, elle a 8 ans. Elle est vive et curieuse, mais je crains que sans éducation, son avenir soit limité. » Je comprends vos inquiétudes. L'éducation est la clé d'un avenir prometteur. Je suis prêt à parrainer la scolarité de votre fille et à veiller à ce qu'elle ne manque de rien, y compris d'une alimentation saine. Vous êtes vraiment un bienfaiteur. Votre aide pourrait changer la vie de ma fille. Comment pourrais-je jamais vous remercier ? Répond Harlenne, submergée par l'émotion. Voir Mayumi s'épanouir et réussir sera la plus belle des récompenses. Parlons des détails et voyons comment nous pouvons organiser cela. Mais au bout de quelques jours, elle commence à s'inquiéter pour sa fille. Un pressentiment lui souffle qu'elle a peut-être commis une erreur et que Peter n'est pas la personne qu'il prétend être. Après une semaine, son inquiétude se mue en une intuition sinistre qui la hante. Dans un élan de ferveur, elle se tourne vers la prière, cherchant réconfort et guidance. « Seigneur, guide-moi dans cette épreuve, offre-moi la sagesse de voir la vérité derrière les apparences et la force d'agir pour le bien de Mayumi. Si Peter n'est pas celui qu'il prétend être, révèle-moi le chemin à suivre pour l'éloigner de nos vies. » Dans ce moment de communion spirituelle, une révélation divine lui souffle de prendre ses distances avec Peter, une pensée qui s'insinue avec force dans son esprit, la poussant à agir pour protéger sa fille. 2 semaines plus tard, Harlenne réussit enfin à récupérer sa fille. Les retrouvailles sont teintées d'horreur. La petite fille devant elle est méconnaissable, marquée par la violence inhumaine de Scully. À chaque mot qu'elle prononce, les actes barbares ressurgissent. Mayumi a été frappée et gravement meurtrie. Scully l'a droguée et violée à plusieurs reprises. Dans le silence lourd de la pièce, Harlenne s'approche, les yeux emplis de larmes. Sa voix tremble lorsqu'elle brise le silence. « Mayumi, chérie, je ne trouve pas les mots. La honte m'écrase, le remords me consume. Pardon, 1000 fois pardon pour les souffrances que tu as endurées. Tu ne méritais que douceur et éducation. Et je t'ai laissé dans les griffes d'un monstre. » Malgré l'abomination de ses crimes, Peter continue de diffuser ses vidéos abjectes sur son site occulte No Limits Fun, celui-ci échappant à toute détection. Toutefois, il franchit une limite répugnante. Il produit une vidéo qu'il nomme Daisy's Destruction, la destruction de Daisy. Une vidéo si révoltante qu'elle incarne l'essence même de la décadence et de l'ignominie. Mais pour lui, ce n'est qu'une grande opportunité pour s'enrichir. Daisy's Destruction, c'est notre chef-d'œuvre. Elle va choquer, elle va horrifier, et c'est exactement ce pourquoi elle va nous rapporter gros. Les gens ne peuvent pas résister à l'interdit, à l'impensable, et nous leur servons sur un plateau d'argent, affirme Peter. « Tu es sûr de ça ? C'est risqué, même pour nous, s'inquiète Margallo. »« Risqué ? Non, c'est calculé. Chaque cri, chaque larme dans cette vidéo, c'est de l'or pur. La peur vend, et nous sommes les maîtres du marché, rassure Peter. Et si on se fait prendre ? Impossible. Nous sommes des fantômes dans la machine, des ombres derrière les écrans.
Leur échange, marqué par une assurance démesurée, trahit leur avidité et leur indifférence totale envers la dignité humaine. La vidéo, produite en 2012, est vendue à 10 000 $ sur son site clandestin. Cependant, Daisy's Destruction va sceller le destin de Scully. Elle devient la pièce maîtresse qui incite les autorités à déployer une vaste opération d'enquête et à donner une dimension internationale à l'affaire, en raison de son ampleur mondiale. La vidéo, devenue tristement notoire sur le dark web, se répand rapidement à travers le globe, atteignant des pays comme le Brésil, l'Allemagne et l'Australie, où elle est achetée à une vitesse alarmante. Mais qui est Daisy? Et qu'est-ce qu'on voit sur la vidéo? Daisy n'est autre qu'un petit bébé de 18 mois. 18 mois. Imaginez l'horreur. Et dans la vidéo, on observe Lizzie Margallo, alors âgée de 19 ans, en train de torturer et de violer le bébé Daisy qui est contrainte de faire plaisir à sa maîtresse. Les hurlements déchirants et les larmes de la petite Daisy résonnent alors qu'elle subit les atrocités infligées par Scully et Margallo. Elle est battue, elle est violée, torturée et souillée. L'horreur de cette scène dépasse l'entendement. Scully va jusqu'à utiliser de la cire chaude, un briquet, du fil de fer barbelé, une immersion dans l'eau et des objets sexuels pour intensifier la souffrance et l'humiliation de sa victime. La cire chaude, lorsqu'elle est versée sur la peau, inflige des brûlures atroces, tandis que le fil de fer barbelé peut lacérer la chair et causer d'indicibles douleurs. L'immersion dans l'eau peut être une forme de simulation de noyade, amplifiant l'angoisse de la victime face à la mort imminente. Quant aux objets sexuels, ils sont détournés de leurs usages habituels pour devenir des instruments de torture et de domination, ajoutant une dimension particulièrement dégradante à la cruauté de l'agression. La vidéo dépeint également la torture et le viol brutal de plusieurs autres filles par Scully et ses complices. En plus du bébé Daisy, on y trouve les jeunes filles Lisa, âgée de 12 ans, et Cindy, âgée de 11 ans. La vidéo révèle l'étendue de la terreur et de la douleur infligée à ces jeunes filles, réduites à l'état de simple objet de plaisir pour leurs tortionnaires. La vidéo est largement désignée sur les forums et sur Reddit comme étant la pire qu'Internet ait à offrir, et suscite de vives réactions. Parmi ceux qui font l'acquisition du film figure l'un des plus grands fournisseurs de pornographie juvénile violente. On le connaît par son pseudo, Lux, mais grâce à cette affaire, on va pouvoir remonter jusqu'à sa véritable identité. Il s'agit de Matthew David Graham, un jeune Australien âgé de 22 ans. En se procurant Daisy's Destruction, il cherchait à attirer plus de trafic vers ces sites. Il est alors arrêté. Dès son jeune âge, Graham était déjà impliqué dans des activités d'une extrême perversion, exploitant notamment le site Earth to the Core, l'un des lieux les plus sinistres du dark web. Connu sous le nom de Earth Core, des milliers de personnes y partagent du contenu abusif, dont une grande partie met en scène de jeunes enfants. Nous sommes en 2015. Daisy's Destruction retient toujours l'attention de tous. L'architecte de ce mal, et le cerveau derrière, restent insaisissables. Il demeure une énigme, un spectre pour les enquêteurs. Dans cette atmosphère chargée, Scully continue ses activités avec une insouciance glaciale. Sa complice, Alvarez, arpente les rues à la recherche de proies faciles. C'est alors qu'elle repère Rosie, une jeune fille de 12 ans, et sa cousine Queenie, âgée de 9 ans. Deux jeunes enfants visiblement affamés et vulnérables. Alvarez s'approche d'elles avec un sourire rassurant, leur offrant de la nourriture et un abri pour la nuit. Elle les guide à travers les ruelles sombres, tissant une toile de mensonges habiles. Les deux jeunes filles, méfiantes mais désespérées, acceptent finalement, espérant trouver un peu de réconfort. Rosie, hésitante, murmure à Queenie. « Tu es sûre de ça? Ça me semble trop beau pour être vrai. »« On n'a pas vraiment le choix, Rosie. On a besoin de manger et elle semble gentille, » répond Queenie, essayant de dissiper ses doutes. « Je sais, mais il y a quelque chose chez elle qui me met mal à l'aise. Écoute, on reste sur nos gardes, d'accord? À la moindre chose étrange, on s'en va. D'accord, mais restons ensemble, quoi qu'il arrive. Promis. » À l'intérieur, alors que Scully les accueille avec une fausse chaleur, l'inconfort des deux enfants grandit. Scully félicite Alvarez d'un regard satisfait. « Tu as bien fait, Alvarez. 2 de plus pour nos collections. »
Sa voix, glaciale et dénuée de toute humanité, résonne dans la pièce. Je vais m'occuper de leur accueil. Scully commence son jeu macabre. Il les contraint d'abord à s'enivrer d'alcool. Puis, avec son sourire froid et ses yeux dépourvus d'indulgence, il commence à exécuter son plan dépravé. Le regard empreint d'une satisfaction perverse, il ordonne d'une voix glaciale. « Déshabillez-vous !» Les deux jeunes filles, tremblantes de peur, obéissent à contre-cœur, réalisant à peine l'ampleur de l'horreur qui les attend. Il commence par les photographier dans leur nudité, capturant chaque détail avec une précision sinistre. Puis, alors qu'il viole Rosie, il filme la scène. Il continue en les forçant à des gestes intimes, à des actes sexuels atroces, manipulant leur corps comme des marionnettes. Les caméras enregistrent chaque moment, chaque souffrance infligée, transformant l'horreur en une œuvre macabre. Scully, impitoyable, ne montre aucun signe de remords alors qu'il manipule Rosie et Queenie. Il se tourne vers Alvarez, un sourire démoniaque tordant ses lèvres. « Alvarez, c'est une œuvre d'art en mouvement, une symphonie de terreur et de désespoir. Ces jeunes filles, elles sont nos pions pour satisfaire les plus sombres fantasmes. Et tu sais quoi? Ça va nous rapporter gros. Ils appellent cela le mal, mais pour nous, c'est une mine d'or. » Pendant ce temps, Alvarez, insensible à la souffrance qui se déroule devant ses yeux, prend un oreiller et le place sur le visage de Rosie, étouffant ses cris désespérés. Le jour suivant, Rosie et Queenie aperçoivent une opportunité pour s'échapper de cet enfer. Profitant d'un bref moment de désorganisation, elles tentent de fuir. Mais leur tentative est de courte durée. Scully et Alvarez, comme des prédateurs à l'affût, s'en aperçoivent tout de suite et les rattrapent rapidement. Scully contemple les deux jeunes filles avec un mélange de satisfaction et de mépris. « Vous pensiez pouvoir vous échapper », lance-t-il d'une voix glaciale. « Vous êtes comme des souris dans un piège, mes chers. Et ici, c'est moi qui tiens les ficelles. » Rosie et Queenie, tremblantes de terreur, échangent un regard empreint de désespoir alors que Scully se rapproche d'elle. « Vous allez payer le prix de votre témérité, et je vous promets que ce ne sera pas une fin douce. » Pour les punir, Scully les enchaîne avec des colliers à chiens, les forçant à avancer vers le sous-sol de la maison avec une autorité glaciale. Les deux fillettes sont terrorisées. « S'il vous plaît, laissez-nous partir », implore Rosie d'une voix tremblante, les larmes coulant sur ses joues. « Trop tard pour les regrets », répond-il d'un ton cruel. « Vous avez franchi le point de non-retour. » Ils pénètrent dans le sous-sol sombre et lugubre. Scully leur intime l'ordre de creuser leur propre tombe, tandis qu'il capture chaque instant de cette macabre tâche. Caméra en main, il immortalise un spectacle qui transcende l'entendement humain. « Vous pensiez pouvoir m'échapper, hein? Maintenant vous allez découvrir ce qui arrive à ceux qui osent défier mon autorité. Commencez à creuser, ici, » ordonne-t-il. Lorsqu'elles ont terminé, un échange de regards désespérés scelle leur compréhension mutuelle. La mort est imminente. Elles se tiennent là, attendant l'inéluctable, quand soudain, Peter, avec une voix qui oscille entre l'amusement et la menace, lance un avertissement glacial. « Tentez de vous enfuir encore une fois, et vous serez enterrées ici vivantes. » Leurs mains tremblantes lâchent les pelles, et un frisson parcourt leur corps, tandis que l'écho de sa déclaration résonne dans leur tête, promesse d'une fin terrifiante. 5 jours ont déjà filé depuis leur enlèvement. Captives et impuissantes, leur destin semble déjà décidé. Et pourtant, c'est à ce moment critique qu'un revirement inattendu se produit. Alvarez est submergée par le poids de la culpabilité. Ébranlée par ses remords grandissants, elle choisit de briser les chaînes de l'obéissance et d'agir. Grâce à son acte guidé par sa conscience, Rosie et Queenie retrouvent la liberté. Elles se précipitent dans un poste de police et racontent alors les atrocités qu'elles ont endurées des mains de Scully et d'Alvarez. Leurs récits détaillés sont enregistrés et consignés dans les dossiers officiels. Quelques jours plus tard, Scully publie un extrait vidéo captivant de 10 minutes sur le site controversé 4chan. Rapidement, la vidéo se propage comme une traînée de poudre, téléchargée des milliers de fois avant d'être retirée de la plateforme par Mediafire. Ce clip soutient le récit de Rosie et Queenie concernant leur calvaire. Cependant,
Même si la vidéo est disponible sur le site durant une très brève période, c'est suffisant pour que la police tombe dessus. Alertée par quelques mots prononcés en néerlandais dans la vidéo, la section de la police hollandaise contre l'exploitation sexuelle des enfants lance une enquête minutieuse. Malgré leur surprise initiale, les enquêteurs réalisent rapidement que l'accent prononcé est en réalité australien, ce qui les pousse à se questionner sur l'identité véritable de l'agresseur. Cependant, les enquêteurs néerlandais en charge, Eliane Donjong et Van Dijk, ne baissent pas les bras. Dans la vidéo, ils parlent néerlandais, ça pourrait être une piste vers l'identité de l'agresseur, dit Van Dijk, scrutant l'écran avec intensité. Ça suggère une possible connexion avec notre pays, répond De Jong. Concentrons-nous là-dessus, il est probable que l'agresseur soit de nationalité néerlandaise. Quelques minutes plus tard, De Jong fait une découverte majeure. Ouais, mais quelque chose ne va pas. L'accent, il n'est pas d'ici, remarque-t-il. Tu as raison. Cela ressemble plus à de l'anglais. Oui, de l'anglais, avec un accent australien. C'est intriguant. Cela pourrait signifier que l'agresseur a des liens avec l'Australie, s'exclame De Jong, l'excitation de la découverte évidente dans son ton. Nous devons approfondir cette piste. Vérifions les bases de données internationales. Regarde ça. Les victimes ont mentionné un certain Scully dans leur témoignage. Scully. Ce nom apparaît également dans les données numériques du Dark Web, constate Van Dijk, son esprit analytique assemblant les pièces du puzzle. Collectons toutes les preuves possibles. Il est temps de rassembler un dossier complet sur lui. Alertons nos collègues à travers le monde. La traque commence maintenant. Ils collectent un trésor de preuves contre Scully, allant des témoignages des victimes aux données numériques recueillies sur le Dark Web, et ils informent leurs collègues dans le monde entier. Une chasse à l'homme internationale est alors lancée. Après la diffusion de Daisy's Destruction, les dépositions poignantes de Rosie et de Queenie et les efforts inlassables des enquêteurs de la police néerlandaise, les éléments du puzzle sont enfin assemblés. Le 20 janvier 2015, une opération d'envergure est lancée. À la tête de l'équipe d'intervention se trouvent les agents Ricardo Diaz et Luisa Mendes. Dans les rues tranquilles de Malé City, la tension est à son comble. Ricardo et Luisa avancent avec une prudence calculée, accompagnés de leur équipe d'intervention. Sans l'adresse exacte de la demeure de Scully, ils progressent méthodiquement de porte en porte dans le quartier qu'ils ont ciblé. Après plusieurs vaines tentatives, après avoir frappé à de nombreuses portes sans obtenir d'informations utiles, leurs efforts finissent par porter leurs fruits. Ils s'arrêtent devant une porte. Ricardo frappe avec autorité. « Police, ouvrez et montrez vos mains, ne faites aucun geste brusque !» annonce-t-il, sa voix trahissant une légère tension. La porte s'ouvre doucement. Un résident, les yeux écarquillés de peur, se tient sur le seuil. « Je n'ai rien fait de mal !» s'exclame-t-il, les mains levées en signe de reddition, sa voix tremblante trahissant sa surprise et son effroi face à cette apparition soudaine de la police à sa porte. « Nous menons une enquête sur des activités suspectes dans le quartier, déclare Luisa. Ah, des événements bizarres se produisent dans cette maison là-bas, confie le résident, pointant d'un doigt tremblant une bâtisse sinistre au bout de la rue. Enfin, une piste à suivre. Avez-vous remarqué des personnes ou des mouvements inhabituels ? Demande Luisa. Un étranger, toujours pressé, évitant les regards. Ricardo sort une photo de Scully de sa poche et la montre à l'homme. Est-ce lui ? Demande-t-il. Oui, c'est lui. C'est notre homme, on le tient, soupire Luisa. Il se dirige vers la maison indiquée. Devant la porte défraîchie, Luisa murmure. C'est ici, sois prêt. Leur respiration est saccadée, le silence presque assourdissant. Ils frappent une fois, 2 fois. Pas de réponse. Ils enfoncent la porte, qui cède, révélant une pénombre inquiétante. « Police, montrez-vous !» crie Ricardo. Le silence les accueille, mais un bruit trahit une présence. Ils se retournent pour voir Scully, figé comme un animal pris au piège. « Arrêtez-vous ! Vous êtes en état d'arrestation !» hurle Luisa. Dans un mouvement rapide, ils le plaquent au sol. Les menottes se referment sur les poignets de Scully, signant la fin de la traque. Le 20 février 2015 demeurera à jamais dans les mémoires comme le jour où le pire monstre violeur pédophile de l'histoire criminelle australienne est tombé. Les enquêteurs avaient 6 mandats d'arrêt, tous liés à l'enlèvement et à l'abus sexuel de Rosie et sa cousine Queenie. Alors qu'ils recherchaient Scully aux Philippines, ils parviennent à retrouver les 3 principales victimes de Daisy's Destruction.
il découvre que Lisa est vivante. Daisy est également en vie, malgré les nombreuses séquelles physiques qui témoignent de son calvaire. Cindy, en revanche, n'a pas eu cette chance. À 11 ans, la jeune fille a été assassinée, apparemment par Scully. Les enquêteurs découvrent les détails macabres de son décès. Avant d'être étranglée à mort avec une corde, elle a été violée et torturée. Elle a même été contrainte de creuser sa propre tombe, un acte de cruauté qui laisse les enquêteurs sans voix. Son squelette est retrouvé dans la fosse septique d'un appartement de la ville de Surigao. Selon Lizzie Margallo, Scully aurait filmé son acte monstrueux. L'idée que Cindy ait été tuée devant une caméra ajoute une couche supplémentaire d'horreur à l'affaire. Après avoir pris connaissance des actes de Peter, l'Australie et les Philippines envisagent sérieusement de réinstaurer la peine de mort. Les charges contre Peter sont accablantes. Son procès débute avec plus de 70 chefs d'accusation, dont ceux de traite des êtres humains, viol, torture et meurtre. La gravité de ces crimes est telle qu'elle ébranle les fondements même de la justice. La plupart des filles et des hommes qui ont été vus dans ces vidéos en train de l'aider ont également été retrouvés et inculpés. Parmi eux, Christian Rouch d'Allemagne, Alexander Lao et Altea Chia des Philippines, et Aniel Cataneo de Oliveira, un médecin du Brésil. Chacun d'eux joue un rôle dans cette affaire sordide. Chacun d'eux. Mais au cours du procès, un incendie se déclare dans le commissariat, détruisant la plupart des preuves qui devaient être utilisées contre Scully. On le soupçonne d'avoir offert de l'argent à un policier philippin, la corruption étant un phénomène courant dans ce pays. Les éléments de preuve détruits comprennent du matériel informatique, des cartes mémoire, une caméra et une chaîne qui auraient été utilisées par Scully lors des abus pour lesquels il est jugé. Même sans cela, le dossier contre lui reste très solide. Ruby Malanog, l'une des avocates chargées de poursuivre Peter Scully, affirme que les vidéos étaient la chose la plus dévastatrice qu'elle ait jamais vue. J'ai pleuré en les regardant, confie-t-elle. En fait, j'ai l'impression de pleurer en ce moment même, en parlant. Lorsque les vidéos sont présentées en tant que preuve au tribunal, un silence pesant s'abat sur la salle. Les images glaçantes projetées sur l'écran captivent l'audience, révélant l'horreur inimaginable infligée aux victimes. Certains membres du public détourneront le regard, incapables de supporter la cruauté qui se déroule devant eux. Finalement, en juin 2018, Peter Scully et sa complice Alvarez sont condamnés à la prison à vie par le juge José Escobedo. Le juge ordonne également à Scully et Alvarez de verser 5 millions de PHP, presque 87 000 dollars, aux victimes. Cette décision de justice marque la fin d'un long processus judiciaire, visant à obtenir justice pour les victimes des actes odieux commis par Scully et Alvarez. Cependant, en vertu des lois philippines en vigueur, la justice précise qu'il sera libéré après avoir purgé 30 ans de sa peine, pour être ensuite expulsé vers l'Australie. La décision de cette libération future suscite l'indignation et la colère, et la police annonce son intention de contester toute demande d'extradition vers l'Australie. Pendant ce temps, sa complice, Maria Dorothea Shi, est confrontée à 4 chefs d'accusation de trafic qualifiés. Sa complice, Lizzie Margallo, âgée seulement de 23 ans, fait face à des accusations graves, notamment de traite d'êtres humains, de voyeurisme et de maltraitance envers des enfants. Elle a utilisé plusieurs pseudonymes pour dissimuler son identité et ses activités criminelles. Scully reste confronté à un procès impliquant une multitude d'accusations, allant bien au-delà de celles qui ont été mentionnées précédemment. En plus des crimes de nature sexuelle, il est également inculpé pour des infractions graves telles que le meurtre et la vente de pornographie infantile. Ces accusations soulignent l'étendue choquante de ses activités criminelles et la gravité des préjudices infligés à ses victimes. Au total, 60 affaires ont été intentées contre Scully. L'arrestation et la condamnation de tous les protagonistes sont des victoires pour la justice. Cependant, malgré les accusations horribles portées contre lui, la destruction des preuves physiques dans l'incendie au palais de justice de Cagayan de Oro lui offre une lueur d'espoir. En effet, Alejandra Palugna déclare « Il y a une grande possibilité pour que les affaires contre Scully soient classées sans suite en raison du fait que les preuves physiques contre lui ont été brûlés. Ces éléments sont nécessaires pour prouver que Scully a vraiment joué un rôle dans le viol et la torture des victimes. » L'affaire Scully
a mis en lumière la lutte persistante des Philippines contre l'exploitation sexuelle en ligne des enfants. Un rapport de 2020 de l'International Justice Mission, basé à Washington, a qualifié les Philippines de point noir mondial pour l'abus sexuel en ligne, attribuant la vulnérabilité des jeunes à une combinaison de plusieurs facteurs, notamment la pauvreté généralisée, la forte connectivité avec Internet et les systèmes de transfert d'argent internationaux opaques. En fin de compte, Peter Scully semble avoir été animé par une ambition dévorante de s'enrichir grâce à ses actes. Malgré des allégations suggérant qu'il aurait pu être poussé par des pulsions, il persiste à affirmer que son intérêt n'était pas de nature sexuelle, mais plutôt de nature financière. Il est important de rappeler qu'il avait 2 enfants en Australie, ce qui soulève la question de savoir s'il aurait pu les manipuler avant de commettre ces crimes aux Philippines. Scully lui-même soutient que son désir d'exploiter les enfants était une nouveauté pour lui et n'était pas motivé par des pulsions sexuelles, mais par une soif insatiable de richesse. Personne ne sait, finalement, qui est Peter Scully. Un individu aux prises avec des troubles mentaux, un prédateur effroyable, ou simplement un criminel attiré par l'appât du gain. En novembre 2022, Margallo est condamné à 126 ans, et ses 2 autres complices, Alexander Lao et Maria Dorothea Shi, se voient infliger une peine de 9 ans chacun. Scully, quant à lui, est déclaré coupable et écope d'une peine additionnelle de 129 ans de prison. Il est toutefois troublant de noter qu'après avoir été condamné à la prison à vie, Scully ait été photographié avec un sourire sur le visage. Son sourire énigmatique, qui cache à jamais sa véritable nature. Nous sommes à la fin de notre émission du jour. N'hésitez pas à écouter les autres émissions du podcast et à prendre 5 secondes pour nous laisser un 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est vraiment très important pour nous. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et nous suivre sur Facebook pour nous en proposer de nouveaux. Merci et à bientôt. عروض فلاش خيالية من نهار الجمعة حتى نهار الحد. مع مرجان كل سيمانة عروض فلاش خيالية كل جمعة سبت وحد من 25-27 أكتوبر من 1 ل 3 نوفمبر ومن 8 إلى 10 نوفمبر. مرجان جي كان